Bonjour à tous, aujourd'hui je vous invite à un voyage à travers le temps et les cultures autour d'un sport qui rassemble non pas des centaines, ni des milliers, ni même des millions, mais bien des milliards de gens, le football. Et non, je veux pas entendre le mot soccer. Alors, si vous êtes prêts, remontons le temps. Où est né le football? Eh bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, non, il n'est pas né en Angleterre. Il est le résultat de traditions très anciennes autour du globe. Commençons avec la Mésoamérique. Les civilisations mayas pratiquaient un jeu appelé Poctapoc. Le nom vient du bruit que fait la balle. Ce jeu se déroulait dans de grandes structures en pierre, souvent impressionnantes. Il y a d'ailleurs un terrain à Chichén Itzá que l'on peut encore visiter aujourd'hui, mais surtout, ce n'était pas simplement un divertissement, c'était un rituel. Donc les joueurs frappaient une balle avec les hanches, sans utiliser les mains ni les pieds, et le jeu représentait symboliquement le combat entre les forces cosmiques, entre la vie et la mort. On était donc dans un mélange de sport, de religion et de mythologie. Et petite anecdote, un des joueurs était sacrifié à la fin de la partie. Et selon vous, est-ce que c'était un des équipes gagnantes ou un des équipes perdantes qui était sacrifié? Bon, évidemment, t'as capté, si je te pose la question, c'est que c'était pas le perdant. Ouais, parce que c'était un honneur d'être sacrifié pour leur dieu. Pourquoi pas? Ensuite, direction la Chine, il y a plus de 2000 ans. On y pratiquait le Tsushu, notamment sous les dynasties Han et Tang. Ce jeu consistait à envoyer une balle en cuir remplie de plumes dans un petit filet, uniquement avec les pieds. Il était pratiqué à la cour impériale, mais aussi par les militaires, notamment pour entraîner leur coordination et leur discipline. On y voit ici apparaître des éléments très proches du football actuel moderne, à savoir le ballon, le pied et la précision. Au Japon, à la même époque, on jouait au kemari. Mais contrairement au tsushu, il n'y a pas de compétition. Le but est de maintenir la balle en l'air le plus longtemps possible, sans qu'elle touche le sol. Les joueurs sont habillés en tenue traditionnelle et le jeu est très codifié, presque artistique. Et oui, on est plus proche d'une performance culturelle que d'un sport compétitif. Bah ouais, parce que ça n'a pas l'air très pratique quand même. Et enfin, en Europe et notamment en France, cocorico, on avait la soule. Au Moyen-Âge, on retrouvait donc la soule, surtout dans les villages de Picardie et de Normandie. C'est probablement la version la plus brutale de ses ancêtres du football. Des villages entiers s'affrontaient pour déplacer une balle, un objet ou même une pierre, parfois même très lourde, d'un point à un autre. Il n'y avait quasiment pas de règles. Cela pouvait durer des heures, voire même des jours. C'était intense, physique, dangereux et il y avait même parfois des morts. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que partout dans le monde, des cultures ont inventé des jeux pratiqués autour d'un ballon. Mais chacun reflétait une vision bien différente. Spirituelle en Mésoamérique, stratégique en Chine, artistique au Japon, collective et oui, chaotique en Europe. On avance maintenant jusqu'au 19e siècle. Oui, on a fait un gros saut. Et là, tout change. Le football moderne naît bien en Angleterre dans des écoles privées. Des établissements comme Eton, Harrow ou encore Rugby développent leur propre version du jeu. Mais le problème, c'est que chaque école a ses règles. Et les résultats des courses, c'est le carnage. Quand deux équipes se rencontrent, ouais, c'est le chaos. Hein. C'est dans ce contexte un peu bancal qu'apparaît une histoire devenue légendaire. En 1823, à l'école de rugby, un élève nommé William Webb Ellis aurait, pendant un match, pris le ballon à la main et couru vers le but. Et c'est ce geste qui aurait donné naissance au rugby. Les histoires, c'est bien, mais revenons à l'histoire. Le football classique se structure, les écoles de Cambridge et de Westminster cherchent à fixer des règles claires. Et c'est ainsi qu'en 1863, un moment clé se produit, la création de la Football Association à Londres. 12 clubs se réunissent pour établir des règles communes et c'est ainsi que le 26 octobre 1863, ces règles sont publiées. Interdiction de porter le ballon à la main, définition de la taille du terrain, ce qui fera la base du football moderne. Le rugby, lui, prendra officiellement sa propre direction en 1871 en créant la Rugby Football Union. Aujourd'hui, le football est assez simple à comprendre. Deux équipes de 11 joueurs chacune, le but c'est de marquer un but de plus que l'adversaire pour gagner le match, et le match dure 90 minutes. Simple, basique. Mais cette simplicité est le résultat d'une longue évolution. Au départ, comme je vous ai dit, chaque club avait ses propres règles, puis progressivement, en 1866, clarification du jeu,
1872, terrain standardisé. 1925, modification du hors-jeu pour favoriser le jeu offensif. 1990, introduction des cartons jaunes et rouges. 2018, introduction de la VAR. Les décisions sont devenues plus précises. Et 2026, lors de la prochaine Coupe du Monde, hors-jeu automatique et plus grande place de la technologie et pause de 3 minutes toutes les 20 minutes et même une pause de 30 minutes à la finale de la Coupe du Monde. En résumé, le football est passé de règles locales à un sport global, dont les règles se sont affinées petit à petit au fur et à mesure du temps pour plus de fluidité, de fair play et d'universalité. Le football est donc un sport vivant et en constante évolution. Aujourd'hui, le football est le sport le plus populaire du monde. On compte plus de 250 millions de licenciés, dont 30 millions de femmes, et ce chiffre est clairement en train d'exploser. Mais alors pourquoi un tel succès? Parce que le football est accessible. Un ballon suffit, pas besoin d'équipements coûteux, pas besoin d'infrastructures complexes. Il est aussi universel, peu importe la culture, la langue, le pays. Tout le monde comprend ce jeu. Et enfin, il est amplifié par les médias. Télévision, réseaux sociaux, compétitions internationales, le football est partout. La Coupe du Monde de la FIFA a été créée en 1930 par la FIFA donc, avec la première édition organisée en Uruguay, un tout petit pays qui a symboliquement remporté le tout premier trophée. Au fil des décennies, la compétition est devenue le plus grand événement sportif mondial. Les radios peu après les débuts, puis la télévision dans les années 50, ont permis une diffusion mondiale. Le Brésil, avec Pelé, a marqué les esprits en remportant 3 fois le titre en 58, 62 et 70, devenant une référence absolue dans le monde du sport. L'Allemagne, l'Italie et plus récemment la France et l'Argentine ont aussi construit leur légende. Le but mythique de la main de Dieu de Diego Maradona en 1986, quelques minutes avant son incroyable dribble, reste gravé dans les mémoires et décrit comme le plus beau but de l'histoire. Chaque édition depuis 1930 a renforcé son impact et donné aux qualifications une portée mondiale. Plus de 200 nations s'affrontent aujourd'hui, dont 48 en même temps en Amérique du Nord. Et attention, parce que chaque match est crucial. Jouer une Coupe du Monde et représenter sa nation est l'une des plus belles choses possibles et imaginables pour un joueur de football. C'est un Graal, clairement. Le football est un miroir de nos sociétés. Bien. Après avoir vu le football, la Coupe du Monde, parlons un peu de la FIFA. La FIFA est l'organisme qui gère un petit peu tout ça. C'est en 1904 que la FIFA, la Fédération internationale de football association, a été fondée à Paris le 21 mai 1904 avec 7 pays membres. La Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas, l'Espagne, la Suède et la Suisse. Non, il n'y avait pas d'Angleterre au début pour 2 raisons. La première raison, c'est le sentiment de supériorité anglais qui estimaient que c'est eux qui avaient créé le foot. Donc, ils n'avaient pas besoin d'être dans une organisation pour gérer leur sport. Et la deuxième chose, c'est que l'Angleterre ne possédait pas qu'une seule fédération. Il y avait 4 fédérations au total. L'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord. Et c'était interdit dans le règlement de la FIFA de représenter plusieurs fédérations, ce qui fait un peu sens. Chaque pays a son équipe. Enfin bref, tout finit bien. Maintenant, l'Angleterre a un statut un peu différent à la FIFA. Et aujourd'hui, la FIFA compte plus de 200 associations nationales. Elle fonctionne avec 6 confédérations régionales, l'UEFA pour l'Europe, CONMEBOL pour l'Amérique du Sud, la CONCACAF pour l'Amérique du Nord, la CAF pour l'Afrique, l'AFC pour l'Asie et l'OFC pour l'Océanie. Elle est dirigée par un président et un conseil qui votent les grandes décisions. Elle impose des normes, supervise les arbitres et coordonne les calendriers. Par son rôle, elle agit comme un pont entre les nations, mais son influence dépasse clairement le sport. C'est aussi une organisation extrêmement puissante politiquement. Et c'est justement cette immense puissance qui attire les critiques. Ces dernières années, des affaires de corruption ont éclaté au sein de la FIFA, montrant comment certains dirigeants acceptaient des pots de vin pour influencer les votes, les contrats et même l'attribution des grandes compétitions internationales. Certains de ces dirigeants étaient proches de régimes autoritaires, utilisant le football comme levier politique. C'est ce qui a conduit à des suspicions de manipulation et à une perte de confiance lors d'attribution de Coupe du Monde. Je vous invite à aller regarder le documentaire sur Netflix qui explique extrêmement bien toute cette histoire et toute cette zone un peu sombre de la FIFA. Je vous le mets là, je vous mets le lien également en description. Enjoy!
Il y a toujours eu des critiques lors des Coupes du Monde, et sans forcément remonter jusque Mussolini ou Pinochet, les dernières Coupes du Monde ont leur lot de petits scandales. Lors de la Coupe du Monde 2014 par exemple, de nombreuses manifestations ont eu lieu, les citoyens dénonçaient les dépenses publiques, les expulsions et la militarisation autour des stades. Ensuite, on peut parler de la Coupe du Monde en Russie en 2018. La Russie, alors dirigée par Vladimir Poutine, vous savez ce mec là qui se balade torse nu sur des ours. Eh ben, certains observateurs dénoncent une stratégie de soft power, en gros utiliser le football pour embellir l'image que les gens ont du pays. Sans déconner. Des inquiétudes sont également soulevées concernant la liberté d'expression, les droits humains et le traitement des opposants politiques. Le football devient alors une vitrine internationale. Ensuite, on peut parler de la Coupe du Monde au Qatar. Cette édition marque une transformation majeure. D'abord parce que c'est la première Coupe du Monde qui a lieu en hiver parce qu'il fait genre beaucoup trop chaud en été. Mais surtout, elle est au cœur de nombreuses polémiques. Et nombreuses, c'est un euphémisme. Plusieurs ONG comme Amnesty International dénoncent des conditions de travail des ouvriers migrants ayant participé à la construction des stades. On parle de conditions de travail difficiles, manque de protection, accidents et décès sur les chantiers. Le Qatar est aussi critiqué pour ses lois concernant les droits des femmes et les droits des personnes LGBT. Et sans même parler de l'impact écologique, comme mettre la clim dans des stades ouverts. Mais malgré tout ça, le tournoi est un énorme succès en termes d'audience et d'organisation. Et sur le terrain, il offre un moment historique avec la victoire de l'Argentine et le sacre de Lionel Messi après une finale considérée comme l'une des plus belles de l'histoire face à la France. Ce qu'on observe avec ces Coupes du Monde, c'est une tension constante. D'un côté, on a un spectacle mondial fédérateur et spectaculaire, et de l'autre, des enjeux politiques, économiques et sociaux majeurs. Le football attire, rassemble, fascine, mais il expose aussi les réalités du monde dans lequel on vit. Pour la prochaine Coupe du Monde, il y a également énormément de critiques. Le coût des visas et demande de caution de plusieurs dizaines de milliers de dollars aux joueurs de certains pays africains. Le rôle un peu trop présent de Donald Trump, qui d'ailleurs a reçu un prix de la paix par Infantino, le président de la FIFA. Alimente aussi les polémiques et fait craindre une utilisation politique du tournoi. La FIFA, avec tout son poids, a transformé un sport en phénomène mondial, capable de relier les nations, mais aussi de cristalliser des tensions politiques et économiques. Et là, je vous vois venir, votre question c'est, alors pourquoi est-ce qu'on devrait regarder la Coupe du Monde? Déjà, le FOMO, pour être totalement honnête, si tu regardes aucun match, tu vas sûrement louper des trucs. La Coupe du Monde rassemble plus de 3 milliards de spectateurs. À titre de comparaison, la finale du Super Bowl, c'est 190 millions. Rien à voir. La Coupe du Monde, c'est pas seulement du sport, c'est une ferveur. Cette ferveur populaire traverse les frontières, les cultures, les générations. Elle nous permet de vibrer avec les légendes, de partager les espoirs des nations tout entières et de sentir cette unité planétaire autour du ballon rond. La prochaine édition aux États-Unis, au Mexique et au Canada sera un moment exceptionnel. On va vivre un spectacle grandiose, des émotions intenses et découvrir comment le football, au-delà du sport, devient un langage universel, un rêve partagé, un moteur de fierté. La Coupe du Monde, par sa nature, touche plus de cultures, de continents, de générations. Elle dépasse largement le cadre sportif. C'est une fenêtre sur les identités, les rêves et les passions de peuples tout entiers. Le Super Bowl est un sommet du sport américain. Le Tour de France, le sommet du sport en France. Le basket, le hockey, le baseball, le rugby et tout autre sport sont localisés. La Coupe du Monde de football, ça nous rassemble tous. Le football, il a changé. Aujourd'hui, c'est plus juste un sport. C'est devenu une sorte de grande mythologie moderne. Les matchs que l'on vit aujourd'hui, ce sera des histoires qu'on racontera demain, un peu comme des légendes. Et au fond, c'est hyper humain. Parce que le foot, ça parle de nous. Ça raconte notre besoin de compter, de laisser une trace, même toute petite. C'est un truc simple, mais puissant de dire « Ouais, on était là ». Et ce qui est beau, c'est que ça repose sur des valeurs très claires, très simples. Le collectif avant tout, le respect, le fair play, même dans la défaite, la capacité à tomber et à se relever. Et en même temps, ça montre aussi nos défauts, nos excès, nos émotions brutales. Rien n'est caché. Et puis parfois, il y a des moments qui sortent du temps. Des gestes, des actions, des matchs, des finales qui deviennent presque des mythes modernes. Des trucs que tout le monde se raconte et peu importe d'où tu viens. Et surtout, un truc de fou furieux, c'est que le football,
c'est l'un des seuls moments où la planète entière regarde la même chose au même moment. Pour comparer, pour vous aider un peu à situer, Titanic, qui est l'un des films les plus vus dans l'histoire du cinéma, compte plus de 400 millions de spectateurs depuis sa sortie. Là, on parle de direct, en temps réel. Plus de 24 fuseaux horaires différents répartis sur l'ensemble du globe. 200 pays, des centaines de langues différentes. Donc, au final, est-ce que le football n'est pas l'un des derniers points communs de l'humanité? Un moment où, pendant plus ou moins 90 minutes, on n'est plus si différent que ça. Le football est bien plus qu'un sport. C'est une histoire, une culture, une passion mondiale. Et en 2026, cette histoire va se jouer ici, chez nous. Alors la vraie question, elle est plutôt simple. Est-ce qu'on va regarder ou est-ce qu'on va la vivre, cette Coupe du Monde?